Vous regardez les yeux dans les jeux avec la Caisse d'épargne Côte d'Azur, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Salut à tous, bienvenue dans ce 14e numéro des Yeux dans les Jeux, l'émission qui s'intéresse à la préparation des athlètes azuréens pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. À mes côtés, Romain Laronche, journaliste au service des sports de Nice Matin. Salut Romain. Salut Vivien. Et aujourd'hui, on va parler de natation avec notre invitée Lisa Pou, nageuse de 24 ans, née à Fréjus dans le Var, licenciée à Monaco depuis une dizaine d'années. Salut Lisa et merci d'être avec nous. Merci à vous. Pas d'erreur dans la mini-présentation? Non, bon, parfait. On commence bien et pour mieux te connaître, Lisa, Romain va te présenter plus longuement. Donc déjà, merci d'être venue sur notre plateau, Lisa. Donc, tu as 24 ans, tu es née à Fréjus. La natation, c'est une histoire de famille avec ton père Michel, 4 fois champion de France dans les années 80 et 2 participations aux Jeux Olympiques. C'était à Los Angeles en 1984 et Séoul en 1988. Après t'être essayé à la gymnastique artistique, tu as basculé rapidement vers la natation, d'abord à Nice-la-Semeuse, puis tu as suivi ton père à Antibes et à Monaco depuis 12 ans. La natation, c'était une évidence pour toi ? Je pense qu'à partir d'un moment, il fallait qu'on aille dans le bassin parce qu'on a des parents nageurs. Donc je pense que ça devait arriver un jour ou l'autre. Après, c'est pas... Je pense pas que c'est ce que je voulais faire de base. Moi, je voulais danser, visiblement. Je me souviens plus exactement, mais oui, il fallait que ça arrive, je pense. Ok. Les résultats arriveront assez rapidement. D'abord dans le bassin avec des finales nationales, notamment sur le 200 mètres d'eau. Et puis ce sera la bascule vers l'eau libre. Une médaille de bronze au championnat d'Europe, ça c'était en 2018, un relais mixte à Glasgow. 3 titres nationaux sur le 25 km, 1 sur le 10 km. Et tout s'accélère ces derniers mois. Tu es naturalisé monégasque en octobre dernier. Et grâce à ta 9e place au championnat du monde à Doha sur le 10 km, tu obtiens ta qualification pour les Jeux de Paris. Donc voilà, tu peux aborder cette dernière ligne droite, j'imagine, un peu plus sereine là. Exactement, je me sens bien plus légère. Et c'est là que je comprends que l'aspect mental est très important parce que c'est vrai que pour la préparation finale, j'étais pas vraiment bien dans l'eau, donc mentalement, ça allait pas tant que ça. Et maintenant que c'est fait, que j'ai la qualification en main, c'est vrai que mentalement, je suis plus légère et plus libérée, ce qui fait que tout se définit en fait au niveau du corps, parce que vu que mentalement ça va, je me dis, même si physiquement je peux avoir un hic ou quoi, je sais que ça va passer parce que mentalement ça passera bien. En plus, tu es la première monégasque qualifiée pour ces Jeux. Est-ce que c'est un statut, une pression particulière ou tu laisses ça de côté, c'est juste une fierté? Non, pas du tout. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont se qualifier. Là, j'ai la chance d'être première qualifiée parce que mes qualifications étaient vraiment tôt. Mais oui, c'est une fierté, quoi qu'il en soit. Et tu es né en France, donc on le disait, naturalisé monégasque en octobre dernier, c'est assez récent. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est venu de ta part? Est-ce qu'on te l'a proposé? Comment ça s'est fait? Disons qu'il y a eu une opportunité qui s'est offerte à moi. Je l'ai saisie, hein, évidemment, sachant que on m'a beaucoup apporté en principauté. Et c'est un retour des choses au final, puisque j'ai la qualif en main. Donc j'espère bien performer au jeu pour prouver que je suis capable de faire de belles choses pour la principauté. Donc là, tu sors d'une Coupe du Monde en Égypte. Quel est ton planning jusqu'à Paris? Alors, je vais sûrement faire une Coupe d'Europe à Piombino en Italie. Peut-être une autre Coupe du Monde, là ce sera en Italie aussi, en Sardaigne. Puis peut-être les championnats d'Europe qui seront à Belgrade. Et ce sera entrecoupé de quelques stages, peut-être en altitude. On verra ça. Mais c'est important d'apposer quelques compétitions pour garder tout de même en ligne de mire les Jeux. Mais ce sera vraiment des compétitions d'exercice, on va dire. Le but, c'est de se préparer pour Paris? Oui, c'est vraiment le but ultime de l'année, oui. D'accord. Alors, c'est une question qu'on pose à tous les athlètes qui viennent ici. Est-ce que les Jeux en France, à Paris, c'est le rêve d'une vie? Pour ma part, ça n'a jamais été vraiment un rêve. Déjà, les Jeux tout court, parce que j'étais un peu dans mon monde. Je le suis encore un peu, mais
C'est vrai que quand j'étais plus jeune, c'était... en fait, c'est comme si j'avais des œillères et que je voyais pas vraiment ce qui se passait autour de moi et ce qui était atteignable pour moi. C'est vrai que les jeux, c'est rarissime, Oui. même de l'atteindre. Enfin, moi, jamais je me serais cru capable de m'y qualifier. Donc, c'était pas vraiment... je pouvais pas y parvenir. Donc, pour moi, c'était pas vraiment un rêve, en quelque sorte. Ça a été un objectif il y a très peu de temps. Ça fait peut-être 1 an que c'est un vrai objectif pour moi. Mais je dirais pas que c'est un rêve. Je pense pas vraiment avoir de rêve. C'est juste que dans notre vie, je pense qu'on a, comme pas des échelons, mais pour évoluer humainement, on a besoin d'avoir des étapes dans notre vie. Et je pense que les Jeux de Paris en font partie pour ma part. Et maintenant que tu es qualifié pour Paris, est-ce que tu te fixes un objectif là-bas? Dans une interview, tu disais que tu espérais une 10e place. Est-ce que c'est de façade et tu vises encore plus haut ou... Ça, je vous dirai pas parce que même moi, je sais pas. J'ose pas avoir des objectifs vraiment élevés. D'accord. C'est pas du tout mon genre. Moi, je pars toujours défaitiste, on va dire. Comme ça, je suis jamais déçue à l'arrivée. Après, c'est vrai que j'ai envie de faire quelque chose de bien. J'ai pas envie d'y aller pour y aller, pour faire de la figuration. Ça, c'est pas quelque chose qui me plairait. Mais en tout cas, je vais tout donner pour faire au mieux. Et tu as 24 ans, c'est l'âge de la maturité pour la nage en eau libre ou on prend de la maturité avec les années et tu vas encore te bonifier, au-delà de la progression due aux entraînements En eau libre, on voit de plus en plus de très jeunes. Il y en a qui ont moins de 18 ans qui performent très bien. Mais c'est vrai qu'en eau libre, on a tendance à aller assez loin dans l'âge parce que c'est un sport d'endurance. Si on regarde les trailers ou les triathlètes, c'est vrai qu'on voit pas mal de personnes relativement âgées. Là, ça peut aller au-delà de 30 ans, je pense. Surtout les marathons. Ouais. Ce qui va au-delà de 25 km, il y en a pas mal qui continuent et là, ils sont plus âgés. Parce que la gestion se fait mieux avec de l'âge, avec de l'expérience sur ces longues distances peut-être justement Je pense que l'expérience de vie et l'expérience à l'entraînement fait que on gère les choses plus facilement avec plus d'intelligence. Après, moi, j'ai encore 24 ans, donc je ne le ressens pas vraiment, même si je sens une différence par rapport à lorsque j'avais 18 ans. Je récupère moins vite déjà. Et l'eau libre, c'est pas simple, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est assez répétitif, il faut énormément de volume à l'entraînement pour de telles distances. Et à ce sujet, on va te demander de regarder l'écran qui est sur ta droite. Là, il y a quelqu'un qui voulait te parler et te poser une question. Bonjour mademoiselle, je pense que tu me reconnais. Je souhaite te féliciter et te dire à quel point je suis fier de toi. Je suis ici pour te poser une question, et la question est la suivante. Pourquoi l'eau libre, un sport si difficile ? Je te souhaite une excellente journée et à très vite. Bon, alors on espère que tu reconnais cette personne. Déjà, il pose la question. Crois, oui. Il s'agit de Michel, ton père, mais aussi ton entraîneur depuis des années. On y reviendra. Avant que tu nous parles de la relation qui vous lie finalement, pourquoi l'eau libre pour répondre à sa question Pourquoi l'eau libre ? Alors déjà, ça a commencé à cause ou grâce à lui. Quand il entraînait à la Semeuse à l'époque... je pense qu'au début, je nageais pas forcément en eau libre, mais par contre, j'accompagnais l'équipe d'eau libre qui l'entraînait et j'allais sur les plans d'eau, sur les compétitions avec eux et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup plu. Ce qui m'a attirée, c'est surtout l'ambiance. Moi, je me souviens de notre groupe à la Semeuse, c'était vraiment un groupe familial, puis il y avait pas mal de personnes relativement âgées quand même. Et j'ai grandi avec eux, en fait, et moi, je pense que c'est ça qui m'a donné envie, c'est le partage avec les autres. Moi, c'est vrai qu'à la base, je suis assez réservée et je me sentais à ma place, finalement, dans ce monde-là. Et après, lorsque j'ai commencé à vraiment nager en eau libre, moi, ce qui m'a plu, c'est une bonne question, d'ailleurs. Je sais pas ce qui m'a plu. À côté liberté, grands espaces peut-être, où on est peut-être plus compressé dans un bassin, où on compte les carreaux au fond de la piscine. Ouais, c'est vrai. Moi, maintenant, je sais quoi répondre à cette question, mais à l'époque, je me souviens pas vraiment de ce qui me plaisait. Je pense que oui, je pense que ça peut être lié au fait que vu que j'étais dans mon monde, là, c'est encore mieux qu'en piscine finalement, parce que je fais mon truc, il y a des bouées, il y a des boucles à faire, donc... j'ai un objectif qui est juste en face de moi, j'y vais
Et tout en restant dans ma bulle et que personne vienne m'embêter ou quoi que ce soit. Non pas que les gens venaient m'embêter, mais c'est juste que j'aimais être seule. Donc je pense que c'est ça. Et puis là, pour le coup, on peut rester seul assez longtemps. Et tu es très famille, proche de ton papa évidemment. Comment elle se fait cette relation coach d'un côté, papa de l'autre? Maintenant les réglages sont faits, mais pour faire le distinguo par rapport au moment de la journée et de la semaine. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, c'est mon entraîneur. Certes, c'est mon père, mais je veux que ce soit bien clair que à l'entraînement, c'est mon entraîneur. Tu ne le vois pas à l'entraînement quand même? Non, je ne le vois pas, je ne vais pas jusque-là, mais je l'appelle par son prénom, Michel, et je ne me vois pas du tout l'appeler papa à l'entraînement. Vis-à-vis des autres nageurs, c'est pas quelque chose que j'oserais faire, et je ne suis pas capable de l'appeler papa. Je pense, là, si j'imagine la scène, je ne pourrais pas. Parce que ça pourrait brouiller un peu les deux relations, et moi, d'après moi, c'est pas ce qu'il faut pour performer. Et on parlait du gros volume d'entraînement que nécessite cette pratique. C'est quoi un petit peu une semaine type? Est-ce que c'est uniquement de la nage? Est-ce que c'est de la musculation? Est-ce que c'est une forme de renforcement musculaire? Qu'est-ce qui rentre en ligne de compte? On a 10 entraînements dans l'eau par semaine, de 2 heures environ, en moyenne. Et on a 3 muscus. C'est pas des grosses muscus, on fait pas du crossfit ni quoi que ce soit, mais c'est pour vraiment conserver un peu de... J'ai oublié le mot à chaque fois. D'explosivité, parce que il en faut quand même un minimum, surtout que moi je suis assez au ralenti, donc ça m'aide en fait à être un peu plus vive, quoi. Ouais, vive et dynamique. Puis étirement, mobilité. Et l'entraînement, quand tu dis dans l'eau, c'est en piscine ou en mer là? Alors, en fait, oui, on a tendance à beaucoup plus nager en piscine parce qu'on doit garder notre technique. Puis même au niveau des temps, il faut qu'on ait des repères assez souvent. Après, lorsqu'on se rapproche de l'été et que l'eau nous permet de nager sans être en hypothermie, on peut y aller de temps en temps, mais ce ne sera pas une semaine entière l'entraînement dans l'eau. Surtout pas, il faut... en général, on en fait 2-3 par semaine, je pense, quand on se rapproche de l'été, et encore. D'accord. Et encore. Ok. Alors, on a beaucoup parlé de natation. C'est un sport difficile qui demande tu consacres beaucoup de temps. Alors, pour t'évader l'esprit, on sait que tu as d'autres passions, notamment la pâtisserie, la photographie, le sport nature. C'est un équilibre que tu dois trouver entre... Oui, j'ai longtemps eu du mal parce que en fait, je me définissais comme Lisa la nageuse et ça paraît pas, mais c'est très compliqué parce que je pense qu'on a tous besoin d'un certain équilibre à côté pour performer. Il y en a, ils aiment faire que ça. Ils aiment que faire leur sport. Et moi, je me suis longtemps perdue là-dedans en fait, et ça m'a pas vraiment aidée faire que ça. Donc j'ai pas encore totalement trouvé ma voie. Je sais pas ce que je veux faire après la natation ou à côté. Moi, c'est ça qui m'embête, de pas savoir ce que je veux faire de ma vie. Et au final, c'est ce qui pourrait me définir. Et en fait, c'est ça, j'ai besoin de quelque chose qui me définisse autre que la natation. Et je pense que c'est vraiment important. Donc, en attendant, j'ai quelques passions, c'est vrai, à côté, dont la pâtisserie, la photographie et la vidéo. Ok. Et la pâtisserie, alors c'est quoi ton dessert préféré? Pour l'instant, je fais beaucoup de tartes au citron parce que on est à côté de Menton, on a 2 beaux citrons. Puis j'aime bien aussi faire le Paris-Brest. Ok. La famille valide quand elle goûte oui, ça va, tes préparations? Oui, elle m'aide beaucoup à m'améliorer. Et pour revenir à la natation, tu aimes nager dans des conditions un peu difficiles. Est-ce que nager dans la Seine, ça pourra te désavantager, entre guillemets, parce que ça pourrait a priori être peut-être un peu plus calme? Première question. Et la seconde, est-ce qu'il faut s'y préparer différemment par rapport à des plans d'eau peut-être un peu plus dynamiques, j'allais dire justement? Nager dans la Seine, en vrai, c'est magnifique. Ouais, je trouve que c'est incroyable. On a une chance immense. J'espère que ça va vraiment se passer dans la Seine, qu'il n'y aura pas de problématiques au niveau de la qualité de l'eau. Mais c'est vrai que je préfère nager dans de grosses vagues quand vraiment les conditions sont compliquées, à la limite de la tempête. Moi, j'adore ça. Je kiffe. Après, la Seine, c'est vrai qu'il y aura du courant. Qui peut être assez élevé. Ça peut être intéressant, mais c'est pas ce que je préfère. Moi, c'est les vagues que je préfère, les grosses vagues. Le clapot, c'est insupportable. Je pense qu'il y a très peu de nageurs qui aiment le clapot. Il pourrait y en avoir,
mais on sera tous dans les mêmes conditions. Donc, Tu peux définir ce que c'est le clapot peut-être le clapot, c'est vraiment des petites vagues très, Ok. très insupportables. Ça nous empêche de nager correctement, quoi. Quand on l'a en pleine face, c'est compliqué. En fait, c'est énervant. C'est très énervant, sachant qu'il y a d'autres choses dont on doit s'occuper autour de nous. Donc, Et le fait que tu aimes ces conditions difficiles, tu disais à la limite de la tempête, ça veut dire que tu es plus forte physiquement que d'autres nageuses, parce que ça doit brasser encore plus, ou c'est juste que dans la tête, ça te booste peut-être un peu plus? je pense pas que ce soit une question de physique. Je pense que c'est très bizarre ce que je veux dire, mais c'est être en communion avec la nature. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, moi j'adore avoir les vagues, mais en pleine face. Le clapot, non, mais les vagues en pleine face. Je sais pas, je sens en fait. Je sais pas, j'ai les sensations qui sont décuplées, c'est très Tu te sens au particulier. cœur du truc encore plus peut-être, Ouais, au milieu du tourbillon. ouais. Et en fait, je m'amuse dans les vagues. Alors, on parlait de la Seine et notamment de la qualité de l'eau. Il y a eu quelques polémiques, un test event qui a été annulé l'été dernier. Comment vous vous placez par rapport à tout ça, les nageurs? Est-ce qu'on y fait abstraction ou on se focalise sur autre chose? En fait, on s'y prépare parce que on sait qu'une course peut être annulée. Je pense que c'est déjà arrivé en plus auparavant. Là, on sait que ça peut être compliqué, donc on se prépare à l'idée que ça peut être organisé sur notre plan d'eau. Si c'est le cas, je pense que ce sera dans un bassin d'aviron proche de Paris, parce qu'il y en a pas mal, il me semble. Mais c'est vrai que il faut être préparé à toutes les possibilités, que ce soit fait dans la Seine ou pas. Je doute que ce soit simplement annulé. C'est pas faisable. Après, si on reprend un peu ce qui s'est passé par rapport au triathlon, les triathlètes ont pu nager, pas toutes les épreuves, mais ils ont pu nager dans la Seine pour le test event. Donc, on a quand même un peu d'espoir que ça s'y passe, quand même. C'est ce que tu aimerais, en tout cas, nager dans la Seine. Ah oui. Ouais. Je pense que pour ce sport, ce serait vraiment bien parce qu'on est très peu médiatisé. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a beaucoup d'investissement qui est mis de tous les nageurs, en fait. Alors, tu parles de médiatisation. Justement, c'est un sport qui l'est peu. T'espères que ce soit davantage exposé à Paris. Et toi, concrètement, est-ce que tu arrives à en vivre de cette discipline? Oui, moi j'ai eu la chance d'avoir l'aide de mes parents depuis pas mal de temps parce qu'effectivement je travaille pas à côté. Pour moi en tout cas ce n'est pas faisable. Okay. Peut-être que ça le sera un jour, mais j'espère en tout cas. Oui. Mais c'est vrai que j'y arrive de plus en plus. Ok, il y a des sponsors qui t'accompagnent? Oui, okay. Oui. D'accord. Une petite question très technique de ta discipline. Okay. Il y a le phénomène du sillage quand vous êtes en peloton et que tu suis d'autres nageurs. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Est-ce que c'est similaire à la pratique du cyclisme, le phénomène d'aspiration? Oui, c'est très similaire au cyclisme. En fait, quand on se retrouve dans les pieds d'une fille ou d'un garçon, en fait, on va économiser de l'énergie pour la suite de la course, en fait. Et il y a aussi ça, en général, il faut éviter de le faire parce que déjà, ça énerve l'autre nageur. Mais quand on se met dans la hanche, en fait, la personne qui est devant, elle va vraiment avoir beaucoup de mal à nager. D'accord. Par contre, celle qui est à côté, mais elle vole. Elle vole sur l'eau. Mais ça, il faut éviter de le faire parce que c'est pas correct. Okay. Après, c'est vrai qu'on a tendance à voir ça sur les arrivées surtout. De toute façon, en bout de 2 heures d'effort, on n'est plus vraiment apte à être lucide, tout ça. Mais c'est vrai que ça se voit sur les arrivées de course. Et là, il n'y a qu'une solution, c'est de nager le plus vite possible et plus vite que la personne qui est à côté. Mais oui, on peut retrouver un peu les mêmes spécificités que dans le cyclisme. Okay. Et les jeux, pour toi, c'est qui, c'est quoi? Est-ce que tu as des souvenirs d'avoir suivi des compétitions à la télé quand tu étais plus jeune, des épreuves en particulier, des sportifs qui te plaisaient? Pas tant que ça, finalement. Avec ma sœur aussi, on se posait la question, on se demandait mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas si attiré que ça par notre sport au final? Parce que ta sœur nage aussi? Elle nageait, oui, D'accord. elle nageait. Et à l'époque, je sais qu'on a discuté beaucoup. Je me souviens peut-être d'une fois, je sais plus c'était les jeux, je sais plus lesquels, mais on s'était réveillés en pleine nuit. Et je pense que c'était pour regarder Alain Bernard. Parce qu'en fait, à l'époque, on nageait à Antibes. Et vu qu'il nageait à Antibes, on était supportrices.
de l'antibois. Tu n'as pas de souvenir d'être devant la télé pour une épreuve de 100 mètres ou de handball, de sport co, c'est pas quelque Non, chose qui t'a marqué plus que ça? pas tant, mais je sais que ça commence à venir, mon attrait pour le sport en général commence à venir, ça vient tard. Je sors de ma bulle là tout juste, mais ça arrive doucement mais sûrement. Et tu as déclaré à plusieurs reprises qu'il t'arrivait d'agir avant de réfléchir, tu en rigoles un petit peu. Oui. Est-ce que ça peut être une qualité? Parce qu'a priori, on pourrait se dire, bon, c'est peut-être négatif, mais est-ce que aussi on peut voir le côté positif de se dire, bon, nager à l'instinct, ça peut avoir du bon? Ça peut être positif, mais lorsque au bout d'un moment il faut en tirer des avantages. Si on n'en tire pas des avantages, c'est inutile et c'est pas vraiment bon pour le résultat final. Moi, je pense que ça peut être bien de nager à l'instinct, mais jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire qu'il faut quand même maîtriser ce qui se passe là-haut, dans la tête. Et en fait, en général, je sais ce qui va se passer. C'est que je risque d'avoir bambou, c'est-à-dire de prendre une caisse, et que ça ne fonctionne pas jusqu'à l'arrivée. Mais ça, en général, je le sais. Mais je fais quand même Il y a un la côté bêtise. têtu peut-être. Oui, je suis très têtue à la base, donc je pense que c'est ça, mais il faut que je travaille dessus parce que c'est pas possible de continuer comme ça. Mais je sais que je suis sur le bon chemin parce que j'en ai quand même conscience, donc je pense que c'est la première étape. Et au niveau de ce qui se passe dans la tête, justement, un 10 km, ça dure environ 2 heures, plus ou moins. Est-ce qu'il t'arrive de te perdre dans tes pensées, de penser à des choses qui ont rien à voir, et après de se refocaliser, ou tu restes focus les 2 heures? Il faut savoir que dans mon quotidien, je suis souvent très lunaire. Lunaire. Je suis souvent dans mes pensées, et pas vraiment dans le moment présent, on va dire. Donc il m'arrive de partir un peu dans tous les sens pendant une course, mais de moins en moins parce que je sais que ça peut arriver à des moments clés de la course, donc il faut absolument que je travaille là-dessus. Et j'ai déjà entamé le travail depuis un certain moment, donc ça m'arrive plus vraiment de partir ailleurs. Mais ce qui est bien, parce que en fait, je suis totalement concentrée sur ce qui se passe pendant la course et je suis observatrice de ce qui se passe et aussi active dans la course. L'aspect mental, tu l'as évoqué à plusieurs reprises, est très important. C'est aussi important que l'aspect physique pour une discipline comme la tienne? Oui, je pense, parce que s'il n'y a pas le mental, en fait, je pense que c'est pas faisable. C'est absolument pas faisable. Il arrive des moments dans la course où physiquement, on est à sec. Okay. Et pour autant, on y arrive, mais grâce au mental. S'il n'y avait pas de mental, en fait, on ne pourrait pas terminer des courses. Ouais. C'est en général des courses de 2 heures, donc je pense que s'il n'y a pas la tête... encore plus loin la douleur, des choses comme ça. Mais surtout que moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tendance à vouloir me faire mal. Okay. Donc c'est bien ou pas bien, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que ça peut me servir pour la suite, parce que c'est vrai qu'en général, les courses, je me mets vraiment en danger, quoi. Mais je pense que ça va me servir. Okay. Pour l'instant, c'est pas vraiment ce qu'il faut, mais je sais que là, ce que je ressens pendant les courses, va y avoir de bonnes conséquences plus tard, quoi. C'est le cardio qui monte très haut ou c'est les muscles qui brûlent quand c'est très dur? Ou les deux, d'ailleurs, peut-être? Le cardio, c'est vraiment quand on fait de grosses accélérations pendant la course, mais en général, vu qu'on fait un sport d'endurance, notre cœur a tendance à battre assez lentement, entre guillemets. Mais c'est vrai que lorsqu'on fait de grosses accélérations, ça peut monter haut. Mais physiquement, ouais. Physiquement, c'est... Dans les bras, les épaules. Musculairement, ouais, les épaules. Les épaules, prennent vraiment cher pour le coup. Parce que on répète tout le temps le mouvement. Je sais pas exactement combien de mouvements on fait en général sur 10 km, mais c'est très élevé. On m'a dit il y a quelques temps et je dis, ah oui, quand même. Donc les épaules, il faut faire attention parce qu'elles nous servent totalement pour cette discipline, quoi. Et un autre aspect, c'est la gestion du stress, qui est, tu l'as dit dans une interview, qui était importante. Tu es de nature à stresser avant le début d'une compétition? En fait, je suis une fausse calme. D'accord. Ça, je l'ai découvert il y a peu de temps. C'est-à-dire que je stresse. À la base, je ne savais pas que je stressais, mais en fait, je stresse, mais intérieurement. Parce que moi, je n'avais pas l'impression, mais mon corps, en fait, m'envoyait des messages. Et j'ai compris au bout d'un moment. J'ai dit OK. Du coup... moi, personnellement, ce que je fais, c'est que j'ai tendance à stresser pas mal de temps avant.
Ce qui fait que la veille et le jour de la course, bah, en fait, je suis relativement détendue, en fait. Ok. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est ça, en tout cas. Et tu disais par rapport à la difficulté de ce sport qu'il t'était déjà arrivé de penser plus ou moins longtemps, mais à arrêter la nage. Oui. Est-ce que tu dois faire ça encore longtemps ou est-ce que ça va être assez court parce que physiquement ou pour d'autres raisons, c'est dur de durer? C'est vrai que c'est un sport assez ingrat. On voit toujours les mêmes choses dans l'eau et toujours les mêmes carreaux. C'est pour ça que c'est important quelquefois de changer un peu d'air et de faire des stages à droite à gauche. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Après, j'en discutais tout à l'heure du fait que moi, je me définissais comme Lisa la nageuse. C'est ça qui a fait qu'au bout d'un moment, je voulais arrêter de nager parce que je voulais voir une autre Lisa, en fait. Je voulais voir qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, comment j'allais me définir pour plus tard. Après, est-ce que je me vois continuer encore longtemps? Je pense que ça pourrait se faire. Mais en changeant ma façon de faire, ma façon de m'entraîner, parce que c'est vrai que déjà que c'est un sport redondant, si on refait encore les mêmes entraînements, enfin on fait jamais les mêmes entraînements, mais des entraînements qui ressemblent à ça peut être compliqué. Après, je sais que, j'espère retrouver mon dos, parce qu'à l'époque, je faisais un peu de 200 dos. Je pense que ça peut être une tactique pour moi de longévité. C'est-à-dire que moi, le 200 dos, c'est quelque chose que j'adore. C'est une course, j'adore ça. Et je pense que l'entraînement pourrait un peu varier. Je sais que le libre, ce sera toujours le libre. Mais y ajouter un peu de 200 dos, peut-être que ça pourra m'aider à m'amuser un peu plus chaque année. Remettre des choses ludiques finalement dans tout ça. Oui, parce que là, le ludique, c'est compliqué. On va pas jouer à la natation. On va nager, on va galérer, quoi. Mais c'est vrai que c'est une relation assez particulière avec la natation parce que on aime ça, mais en même temps, on déteste ça. Mais on s'y accroche quand même. Donc, je pense qu'on aime un minimum, quoi. Juste une petite question. Tu disais que tu faisais toujours la même chose, tu voyais toujours les mêmes choses en eau libre, mais t'es déjà tombé, il me semble, sur une rementa en pleine course, c'est ça? Oui, c'est vrai, effectivement. Après, c'est vrai que pendant les courses, c'est toujours... on aime la course. C'est les entraînements qui peuvent être un peu plus compliqués. Mais oui, c'était à Eilat, il me semble. C'était mon premier 10 km et on a vu une énorme rementa. Au début, j'ai eu peur parce qu'en fait, je le voyais dans la lunette sur le côté, là. Je pensais que c'était un requin. Du coup, j'ai eu peur. Et le groupe a commencé à accélérer. J'entendais des filles crier. Et en fait, elle s'est déployée comme ça. Et c'était une belle rementa de 4-5 mètres d'envergure, je dirais. Ah oui, quand même. Ah ouais, elle était immense. Il y a eu d'autres surprises comme ça en mer? Non, là, en Égypte, j'ai vu une tortue en nageant. Okay. Et puis, il y avait de très beaux poissons. On n'a pas l'habitude de voir ça chez nous. Après, pareil, à Eilat, j'ai rien vu, hein. Mais en fait, on s'entraînait quelques jours avant la course. Et en fait, j'entendais un petit pip, pip, pip. Et en fait, on m'a dit, je sais pas si c'était ça, mais en fait, c'était comme des ondes pour éloigner les requins. D'accord. Donc, je pense que ça peut arriver qu'on tombe sur des courses avec des bestioles assez... effrayante. Le plus tard possible, quoi. Ouais, mais j'ai pas encore C'était en Israël. les 2 rencontres. Ouais. Merci Lisa d'être passée nous voir. Ça va, tu t'es bien sentie, moins stressée que pour un départ de course? Oui. Ouais. Merci également à Philippe Bertini, Franck Fernandez, Chloé Wargard et Karine Bautier pour la préparation de cette émission. Merci à toi Romain. Tu t'es bien senti aussi, ça va, pas de stress? Tout va bien. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous dans 15 jours avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. C'était Les Yeux dans les Jeux avec la Caisse d'épargne Côte d'Azur, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.